Sud Radio, midi 13h, l'affaire dans l'affaire. Bonjour, bienvenue dans la toute nouvelle émission de Sud Radio, l'affaire dans l'affaire. Cette émission réalisée en partenariat avec la revue Affaires criminelles de Max Keiz vous parle des grandes affaires qui ont marqué l'histoire du crime ou l'actualité. Chaque semaine avec Jean-Marie Bordry, avec le journaliste... Bonjour mon cher Stéphane Simon. Victor Lefebvre. Bonjour Stéphane Simon. Et avec le youtubeur aux 2 millions d'abonnés Max Keiz, nous allons vous raconter une affaire qui nous a marqué et nous répondrons aux questions que l'analyse de ces affaires nous pose. Alors bonjour Max Keiz, on est absolument ravis que vous soyez avec nous. Vous avez choisi aujourd'hui de nous raconter l'affaire Lina. Pourquoi cette affaire ? Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Eh bien parce que l'affaire Lina a fasciné la France pendant de nombreux mois avant les dernières révélations de ces dernières semaines. Et Lina, en plus de ça, disparaît sur une petite route de campagne, sans rien autour, avec aucun témoin. Et malgré tout, les enquêteurs vont réussir à avancer dans l'affaire. Absolument. Alors, Lina, c'est le prénom de cette jeune fille de 15 ans qui a disparu le matin du 23 septembre 2023, volatilisée sur le chemin de la gare. Après des semaines, les enquêteurs vont avoir la certitude qu'un certain Samuel Gonin, un professeur de 43 ans, est bien le suspect numéro 1. Malheureusement, les enquêteurs arrivent trop tard. Samuel Gonin s'est suicidé, emportant avec lui ses secrets. Et suivant un principe vieux comme la justice, le décès du prévenu éteint l'action publique. Comment se relève-t-on d'une telle affaire quand on est un parent ? Comment faire son deuil quand la justice refuse un procès ? Comment vit-on privé de la connaissance de la vérité ? Nous en parlerons tout à l'heure avec la psychologue Johanna Rosenblum qui nous a rejoint. Bonjour Johanna. Mais si vous le voulez bien, commençons par rappeler les faits et c'est Max Keiz qui vous raconte la terrible affaire Lina. Le samedi 23 septembre 2023, Lina, 15 ans, part de la maison qu'elle habite avec sa mère à Plaine, village paisible du Bas-Rhin, pour se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, située à environ 3 km. Elle doit y prendre le TER de 12h03 en direction de Strasbourg afin de rejoindre son petit ami, Tao. Ce trajet, l'adolescente a l'habitude de le faire, à pied, rien d'anormal jusqu'ici. Elle part donc avec un petit sac à main et le sourire aux lèvres vers 11h15. 5 minutes plus tard, elle envoie une courte vidéo à Tao, souriante et détendue, lui indiquant qu'elle est sur la route. Tout semble alors normal, mais Lina n'arrivera jamais à destination. En l'espace de quelques minutes seulement, l'adolescente s'est littéralement volatilisée, marquant le début d'une enquête haletante qui glace encore aujourd'hui la France entière. Notre histoire prend place aujourd'hui à Plaine, petite commune d'environ 1000 habitants située dans l'est de la France, à une 60aine de kilomètres de Strasbourg. C'est une de ces communes tranquilles où la plupart des gens se connaissent, un endroit où l'on se sent en sécurité, loin de l'agitation des grandes villes. Ce matin du 23 septembre 2023, Lina part tranquillement de chez elle. À 15 ans, elle est autonome et a l'habitude de marcher seule. Mais vers 11h20, tout bascule. Jean-Marc Chipon, l'ancien maire de Plaine, est l'un des derniers à avoir vu Lina. Il la croise sur la route départementale qui mène à la gare, son téléphone portable à la main, en train de se prendre en selfie. Quand il repasse quelques minutes plus tard, l'adolescente a disparu. Plus personne ne se trouve sur cette route calme d'ordinaire peu fréquentée. Jean-Marc ne voit rien de suspect, aucune voiture ne passe, aucun bruit anormal, rien. À ce moment-là, personne ne sait encore que ces 4 minutes vont marquer le début d'une affaire terrifiante qui va perturber la tranquillité de cette petite commune et horrifier le pays tout entier. Sur le quai de la gare de Strasbourg, Tao attend Lina. C'est samedi, le temps est un peu nuageux, mais les températures sont douces et le couple avait prévu de passer la journée ensemble. À 12h54, le TER venant de Saint-Blaise-la-Roche arrive, mais l'adolescente n'est pas à bord. Tao essaie de l'appeler, mais son portable est éteint. Avant même l'arrivée du train, le jeune homme s'inquiète. Lina n'a pas l'habitude d'éteindre son téléphone et de ne pas répondre aux messages pendant si longtemps.
Tao contacte alors Fanny Groll, la mère de Lina, qui confirme que sa fille est bien partie de la maison à pied, peu après 11 heures pour aller prendre son train. La mère de l'adolescente s'inquiète immédiatement, très fusionnelle avec sa fille. Jamais Lina n'aurait coupé son portable et laissé volontairement Fanny sans nouvelles. À 14h15, Fanny contacte la gendarmerie, contrairement à d'autres affaires où les enquêteurs perdent un temps précieux en refusant d'envisager d'autres hypothèses que la fugue. Ici, Lina est officiellement déclarée disparue le jour même. Des gendarmes sont donc dépêchés sur place et des recherches débutent dans la région. La description de Lina est immédiatement diffusée. Tout est passé au crible. Les images de vidéosurveillance, les témoignages des habitants, le bornage du téléphone de l'adolescente. Dès le lendemain de la disparition, la mobilisation s'intensifie. 380 volontaires, des hélicoptères, des drones et des chiens pisteurs fouillent les forêts et les cours d'eau alentours, tentant de retrouver des traces de l'adolescente. Les battues s'organisent, des équipes cynophiles sont mobilisées, mais rien, aucune trace. À mesure que l'enquête progresse, l'hypothèse la plus inquiétante s'impose. Lina aurait été enlevée. Un témoin, Robert Dubois, retraité de 72 ans, habitant Plaine, déclare avoir vu une voiture sombre, bleue ou grise à l'heure et sur le lieu de la disparition de l'adolescente. Selon lui, la jeune fille était présente à bord du véhicule côté passager et lui aurait fait coucou. Il décrit le conducteur comme un homme portant un bouc ou une barbichette. Les autorités commencent alors à chercher des informations sur les véhicules suspects qui seraient passés dans la région à l'époque des faits et des contrôles routiers sont mis en place dans les zones environnantes, mais les résultats restent peu concluants. Il faudra attendre plus de 9 mois pour que les enquêteurs de la section de recherche de Strasbourg parviennent à identifier le suspect principal de cette affaire. Samuel Gonin, un homme de 43 ans, est celui qui va concentrer toutes les attentions. Cet ancien professeur de menuiserie dans un lycée technique de Besançon correspond au profil du suspect recherché. Divorcé et père de 2 garçons, sa vie a basculé depuis quelques années. Après une rupture amoureuse difficile, Samuel s'éloigne de sa famille et plonge dans la drogue et l'alcool. Sans emploi et en pleine descente aux enfers, il commence depuis quelques mois à commettre des petits délits pour financer ses addictions. Mais ce qui va réellement intriguer les enquêteurs, c'est le véhicule qu'il conduisait au moment de la disparition de Lina. Le 6 janvier 2024, les douanes saisissent une Ford Puma grise dans une fourrière de Narbonne à la suite d'un refus d'obtempérer commis par Samuel Gonin quelques mois plus tôt. À l'époque, cette voiture n'avait pas attiré l'attention des autorités. Samuel a bien commis quelques vols d'essence à bord du véhicule en août, en septembre et en décembre 2023, mais rien de bien méchant. En juin 2024, grâce au recoupement des images de vidéosurveillance filmées le jour de la disparition, la Ford Puma grise est en effet identifiée à proximité du lieu où l'adolescente s'est évaporée. Le véhicule a ainsi été filmé vers 10h50 dans un tunnel des environs avant de l'être de nouveau à 11h13 dans l'une des rues de la commune de Plaine. Samuel aurait volé le véhicule à Fribourg en Allemagne 1 mois avant la disparition de Lina. Le 26 juillet 2024, après des semaines d'analyse minutieuse, les résultats tombent. Plusieurs traces ADN de l'adolescente sont retrouvées dans la voiture au niveau de la ceinture de sécurité de la place arrière centrale. Des objets personnels comme son sac à main, ses écouteurs, ses fossiles et sa coque de téléphone sont découverts à l'intérieur de la boîte à gants. Plus glaçant encore, une coque retrouvée dans le coffre porte les empreintes génétiques de Lina et de Samuel. Si aucune trace de sang n'a été retrouvée, tous ces éléments montrent bien que la jeune fille est montée dans le véhicule et y a peut-être été ligotée par la suite. Pourtant, Lina ne monte jamais avec des personnes qu'elle ne connaît pas. Il s'agit d'une route qu'elle emprunte presque tous les jours. Ce matin-là, elle n'était même pas en retard et même si les températures étaient fraîches, il ne pleuvait pas. Le cauchemar devient alors plus concret. S'il est certain que Lina est montée de gré ou de force dans cette voiture, que s'est-il passé ensuite ? Pour répondre à cette question, le plus simple pour les enquêteurs serait d'interroger directement Samuel Gonin, puisque les analyses montrent qu'il était le seul à conduire la Ford Puma au moment de la disparition de Lina. Malheureusement, Samuel ne pourra jamais être interrogé.
Le mercredi 10 juillet 2024, Samuel est retrouvé pendu dans l'appartement qu'il rénovait avec son oncle à Besançon. Une expertise psychiatrique menée quelques jours avant son décès constatait que Samuel présentait un trouble de la personnalité borderline ainsi qu'un état dépressif important. Dans une lettre destinée à ses enfants, il écrivait « J'ai perdu mon honneur, ma dignité, mon humanité. Je dois partir. Je ne sais pas me contrôler, ça va trop vite. » Les autorités sont face à un mur. Aucun témoin direct n'a permis d'établir ce qui s'est réellement passé le jour où Lina a disparu sur cette route de campagne habituellement déserte. Et maintenant, le suspect numéro 1 meurt sans avoir pu être interrogé une seule fois dans le cadre de cette affaire. Malgré les traces ADN et les affaires retrouvées dans la Ford Puma grise, les enquêteurs disposent de peu d'indices permettant de retrouver Lina ou de découvrir ce qui s'est passé à compter de cette matinée du samedi 23 septembre 2023. Ayant tout fait pour se rendre indétectable, Samuel avait pris soin de n'utiliser aucune ligne téléphonique et de désactiver le GPS de la voiture. Il est donc extrêmement difficile pour les enquêteurs de retracer l'itinéraire complet suivi par le véhicule au moment des faits. Le geste désespéré de Samuel Gonin prive les autorités de leur seul suspect principal et plonge la famille de l'adolescente dans un désespoir total. Samuel Gonin est mort sans jamais pouvoir être jugé et sans répondre à aucune de leurs interrogations. Si les preuves ADN trouvées dans la Ford Puma montrent que Lina était à bord du véhicule, l'absence de corps ou de traces de sang empêche toute conclusion définitive. Les recherches se poursuivent donc toujours à l'heure actuelle. L'affaire de la disparition de Lina Delhart reste toujours irrésolue et beaucoup de zones d'ombre subsistent. L'adolescente est-elle toujours en vie? Où est-elle? Sa disparition a-t-elle été préméditée? Quel rôle a joué exactement Samuel Gonin dans cette affaire? Aucun élément ne permet, pour l'instant, de répondre avec certitude à ces questions. Dans un instant, nous nous demanderons s'il n'y a pas une affaire dans l'affaire. Quelles sont les autres pistes sur lesquelles ont travaillé les enquêteurs? Qui est Samuel Gonin, le suspect numéro 1? Johanna Rosenblum, psychologue, nous parlera aussi de la façon dont une famille peut faire son deuil sans procès et sans manifestation de la vérité. L'affaire Lina, c'est ce midi sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, midi 13h, l'affaire dans l'affaire. Nous nous penchons ce samedi sur l'affaire Lina, disparue le matin du 23 septembre 2023. Elle est partie du domicile de sa mère à Plaine pour rejoindre la gare, qui n'est située qu'à 3 km où elle doit prendre un train pour rejoindre son amoureux. Mais Lina n'arrivera jamais à destination. Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne, vous êtes avec nous. Nous sommes ravis de vous accueillir. Merci d'être là. Merci. Dans la disparition de Lina, les enquêteurs ont fini par découvrir un suspect numéro 1. Il s'appelle Samuel Gonin. Malheureusement, ce professeur de 43 ans, séparé de sa femme, à la dérive depuis quelque temps, met fin à ses jours au mois de juillet 2024 et ils ne pourront pas l'auditionner évidemment. Et on se souvient de ce grand principe qui fonde la justice moderne. L'action de la justice s'arrête avec la mort du mis en cause. Pour la famille, ça doit représenter évidemment un énorme trouble. Évidemment, c'est un désarroi supplémentaire. On a l'habitude de voir chez ces personnalités criminelles la volonté de mettre fin à ses jours pour éteindre la procédure judiciaire. D'abord, ça a vocation à se victimiser pour s'effacer un petit peu des responsabilités que l'on a. Et puis ensuite, c'est une façon supplémentaire de posséder encore la situation, de posséder encore l'autre et de ne pas aider la famille, de ne pas révéler et de ne pas assumer ses actes. Donc malheureusement, de notre point de vue, on a l'habitude de ces scénarios macabres. Et évidemment, derrière, il y a toute une famille à accompagner parce qu'elle est privée de justice, elle est privée d'explications, de sens qu'elle pourrait donner. Et donc, ça rend encore plus complexe, comme vous le disiez, la reconstruction. Alors, avant de revenir sur le profil de Samuel Gonin, Victor Lefebvre, je voudrais vous demander quelles sont les autres pistes sur lesquelles les enquêteurs ont travaillé.
Oui, alors depuis le début des investigations, 400 auditions ont été recueillies, 300 véhicules ont été analysés, plus d'une centaine de gendarmes ont été mobilisés pour tenter de retrouver la trace de Lina. Samuel Gonin n'apparaît pas tout de suite comme le suspect numéro 1 dans cette affaire. Les premiers mois, l'enquête patine d'ailleurs. Les enquêteurs s'intéressent notamment au profil de Tao, donc le petit ami de Lina au moment de sa disparition, qu'elle devait rejoindre. C'est lui que la jeune fille devait rejoindre avant de disparaître subitement. Le jeune homme est rapidement mis hors de cause par les enquêteurs et ces derniers sont de l'entourage proche de Lina. Ils s'intéressent notamment au cas d'un ancien petit ami de Lina, dont la mort brutale, il s'appelle Benjamin H, survenu le 1er octobre 2023, interpelle les enquêteurs. Benjamin H et Lina sont restés en couple pendant environ 1 an au cours de l'année 2022 et 8 jours seulement après la disparition de l'adolescente, Benjamin H est flashé à 185 km/h au volant d'une BMW série 3 par les gendarmes sur la D500 à hauteur de Aubernais dans le Bas-Rhin, donc à une trentaine de kilomètres seulement du lieu de la disparition de Lina. Le jeune homme de 22 ans qui aurait raté une bretelle d'autoroute meurt avant l'arrivée des secours. La corrélation entre la disparition de Lina et sa mort brutale est troublante, mais l'hypothèse criminelle est vite écartée. Benjamin H est mort accidentellement, concluent les policiers. Et puis il y a une affaire de viol qui intrigue les enquêteurs. Oui, en juin 2022, 15 mois avant sa disparition, Lina, qui était alors âgée de 13 ans, dépose une plainte pour des faits qualifiés de viol en réunion. Cette plainte est initialement classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, mais en janvier dernier, le parquet de Stavern annonce procéder à une nouvelle étude juridique de la procédure et en février, une information judiciaire est ouverte pour viol commis sur mineur de 15 ans par un majeur avec différence d'âge de moins 5 ans. La procureure de la République de Strasbourg a précisé que cette information judiciaire est sans lien de celle actuellement ouverte des chefs d'enlèvement et de séquestration criminelle. Alors, dans l'affaire Lina, le suspect numéro 1 reste donc Samuel Gonin, un professeur de 43 ans. Sa vie a basculé avec la séparation avec sa femme et il sombre également dans la drogue. Oui, Samuel Gonin a été lancé dans une vie d'errance à l'été 2023. Il quitte sa femme, son travail, commence à consommer de fortes quantités de cannabis, de cocaïne, de crack. Le quarantenaire qui a séjourné en hôpital psychiatrique est décrit comme violent et instable. Après son divorce, il aurait dévissé. Il est suivi par un psychiatre pour bipolarité. Et début 2023, le propriétaire d'un restaurant l'expulse de son établissement parce qu'il était trop lourd et insistant avec certaines femmes. Mais Samuel Gonin était aussi connu des services de police. En janvier 2023, il est arrêté pour refus d'obtempérer et conduite sous l'emprise de cocaïne. Il est condamné à 15 mois de prison avec sursis. En août 2023, à Besançon, il dérobe la caisse d'une supérette avec un couteau. Face à la résistance de l'employé, il menace de la poignarder. Le même jour, toujours en août 2023, il s'en prend à une femme âgée de 90 ans, lui dérobe son sac à main, son chéquier, son téléphone. La vieille dame s'en sort avec un fémur fracturé et de nombreux hématomes. Et Samuel Gonin devait d'ailleurs comparaître le 22 juillet dernier pour ces deux faits, donc après son suicide qui a eu lieu le 10 juillet 2024. Alors, est-ce que Lina est bien montée dans son véhicule? Je rappelle, un véhicule de marque Ford Puma. Oui, là-dessus, il n'y a aucun doute. Les investigations ont établi que Samuel Gonin était le conducteur de la Ford Puma grise le jour des faits, le 23 septembre 2023. Le suspect a commis un vol d'essence à 9h23 précisément dans une station-service près de Fribourg en Allemagne. Il est seul à bord à ce moment précis, donc 2 heures seulement avant la disparition de Lina. Son téléphone a également borné à 11h30 à proximité immédiate du lieu de la disparition de Lina. Sa voiture a été aperçue d'ailleurs par les caméras de vidéosurveillance. Et Samuel Gonin avait pris soin de désactiver le GPS de son véhicule. Il n'a pas utilisé son téléphone portable pendant quelques mois. Impossible donc de travailler sur le bornage de sa ligne. Il a tout fait donc pour se rendre indétectable. Samuel Gonin ne pourra donc jamais être interrogé. Le 18 juillet 2024, il est retrouvé pendu dans l'appartement de son oncle, un appartement que les deux hommes rénovaient depuis quelque temps. C'est là que Samuel s'enlève la vie. Quelques jours auparavant, une expertise psychiatrique, vous le rappeliez, a démontré que Samuel souffre d'un trouble de personnalité. Il est diagnostiqué borderline ainsi qu'un état dépressif important. Johanna Rosenblum, qu'est-ce que l'on en sait ? Alors, la personnalité borderline, c'est un trouble de la personnalité. Donc, on n'est pas dans la pathologie psychiatrique. Pénalement, c'est quelqu'un qui aurait donc pu répondre de ses actes.
Okay. Ce trouble de la personnalité, il est caractérisé par une grande détresse qui se manifeste par des altérations vraiment du fonctionnement au quotidien. Il y a 5 symptômes, 5 axes de symptômes qu'on retrouve très souvent chez ces personnalités borderline. C'est l'instabilité émotionnelle, avec des sentiments d'abandon, un sentiment de vide, une humeur très labile. C'est des personnes qui vont avoir des accès de colère extrêmement violents, jusqu'à des comportements colériques qui arrivent comme ça extrêmement rapidement, difficilement prévisibles. Des relations interpersonnelles très instables, très compliquées. Donc des personnes qui sont en conflit, en amitié, en amour, au travail. Des comportements impulsifs, donc ça va être des dépenses excessives, des comportements sexuels à risque, parfois des tentatives de suicide, un abus de substances. C'est le cas pour l'accusé de la drogue, de l'alcool, du cannabis, des conduites dangereuses avec des conduites qu'on appelle délictuelles, des troubles du comportement alimentaire, donc tout ça qui vient perturber le quotidien, les relations sociales, une anxiété qui pousse parfois à des épisodes paranoïaques avec un sentiment de persécution, d'être maltraité, qui va pousser la personne à avoir des comportements agressifs pour se défendre ou pour se venger, et une perturbation de l'identité avec parfois un sentiment d'être un petit peu en dehors de la vie, en dehors de la réalité, comme si on percevait les choses un petit peu avec une certaine distance et un défaut d'empathie. Donc ça vient perturber clairement le comportement de ces personnes-là. À cela s'ajoute apparemment un diagnostic de dépression majeure qui ajoute de la tristesse, de la noirceur et un comportement qu'on peut qualifier d'extrêmement difficile à gérer au quotidien. Est-ce qu'on a des données sur la prévalence de la délinquance parmi cette population-là, ceux qui sont affectés de ce genre de troubles? Vous avez raison, on trouve beaucoup de troubles de la personnalité borderline chez les personnes qui commettent des délits ou des infractions, parce qu'il y a une irrégularité dans les émotions et dans l'impulsivité. Donc c'est des personnes qui maîtrisent très très mal leur comportement, leur colère, et qui malheureusement n'observent pas toujours très très bien leur traitement médicamenteux qui a vocation justement à réguler les émotions. Alors la lettre qu'il laisse à ses enfants est sans équivoque. Je cite: « J'ai perdu mon honneur, mon humanité, ma dignité. Je dois partir, je ne sais pas me contrôler, ça va trop vite. » Cette lettre vous paraît-elle caractéristique d'un homme qui se sait acculé et bientôt rattrapé par la justice? C'est la lettre d'un homme qui se sent acculé par la justice et qui ne veut pas avoir affaire à la justice. Donc à la fois, il y a quelque chose d'extrêmement malheureux, c'est-à-dire qu'il semble avoir conscience de ses difficultés. Il dit qu'il va partir, c'est un euphémisme classique chez les personnes qui préviennent qu'elles vont mettre fin à ses jours, notamment en se suicidant. Et en même temps, il y a une maîtrise de la situation, parce qu'il sait très bien qu'en se suicidant, il met fin à l'enquête, il ne donnera pas de réponse à la famille, il ne répondra pas de ses actes. Donc il y a une ambivalence dans une souffrance que témoigne ce message et qui montre qu'il va aller jusqu'à la fin, c'est-à-dire à se suicider, et en même temps le côté je n'aurai pas à répondre de mes actes, je pars avec mon secret, vous n'aurez pas mon aide. Alors l'action de la justice est donc éteinte. Les parents de Lina n'auront pas les réponses aux nombreuses questions qu'ils se posent, forcément. Comment se relève-t-on d'une telle affaire quand on est un parent? Comment faire son deuil quand la justice refuse un procès? Comment vit-on privé de la connaissance de la vérité? On en parle tout de suite avec notre invité sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon, Max Guys. Max Guys, le youtubeur aux 2 millions d'abonnés, dont la revue Affaires criminelles est partenaire de notre émission. L'affaire dans l'affaire ce matin est consacrée à l'affaire Lina, cette adolescente de 15 ans qui a disparu un matin de septembre 2023 à Plaine, à un peu plus de 60 km de Strasbourg. Les enquêteurs ont fini par découvrir le suspect numéro 1, Samuel Gonin. Malheureusement, ce professeur de 43 ans, séparé de sa femme à la dérive depuis quelque temps, a mis fin à ses jours au mois de juillet 2024. Et on se souvient de ce grand principe qui fonde la justice moderne: l'action de la justice s'arrête avec la mort du mis en cause. Victor Lefebvre, vous pouvez nous rappeler le principe du droit quand le principal suspect d'une affaire vient à disparaître comme ça? Oui, le code pénal est très clair à ce sujet. Donc la mort éteint l'action publique. La personne décédée visée par des charges reste présumée innocente, faute d'avoir été déclarée définitivement coupable de son vivant. Aucune poursuite ne peut être engagée à l'encontre des héritiers de la personne poursuivie. En revanche, les présumés complices peuvent être jugés. Je prends un exemple bien connu, celui de Michel Fourniret, qui est décédé en 2021, qui n'a pas été jugé donc à titre posthume dans l'affaire Estelle Mouzin, par exemple, en décembre dernier. Mais Monique Olivier, donc sa complice, sa femme, a été reconnue coupable, condamnée à la réclusion à perpétuité pour complicité dans les 3 meurtres commis par Michel Fourniret, dont celui d'Estelle Mouzin. En revanche, le décès de la personne poursuivie n'entraîne pas l'extinction de l'action civile. Et pour indemniser de la manière
manière la plus cohérente là où les victimes, les magistrats compétents doivent apprécier la culpabilité du défunt afin d'indemniser les parties civiles. Donc l'action civile, pour résumer, contrairement à l'action publique, se transmet aux héritiers ou aux tiers civilement responsables. Alors, Johanna Rodenblum, je me tourne vers vous. Vous êtes clinicienne, psychologue. Comment on se remet d'une telle affaire quand on est parent ? Comment on peut accompagner ses parents ? C'est une très bonne question, Stéphane. Et je vous dirais qu'on n'a pas de réponse. Il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas de solution magique. En tant que psychologue, il faut être extrêmement humble à chaque fois qu'on accompagne une famille dans un processus de deuil, surtout quand les circonstances sont aussi macabres et aussi tragiques. Il faut faire connaissance avec la famille, avec les parents, voir sur quoi on peut s'appuyer, sur quel pilier on peut s'appuyer. Est-ce que ce sont des personnes qui ont la foi ? Qu'est-ce que ces personnes ont besoin de se raconter pour faire face, pour être résilients face à l'épreuve ? Est-ce qu'ils ont besoin de tout savoir ? Est-ce qu'ils ont besoin de s'extraire de certaines réalités pour pouvoir surmonter tout cela ? Donc c'est toujours très difficile. On les accompagne en les suivant, en respectant leur temporalité. Chaque parcours de deuil est très individuel. Alors justement, on lisait il y a quelques minutes les lettres d'adieu du suspect. Est-ce qu'elle peut être considérée techniquement comme un aveu ou pas ? C'est difficile à dire. Parce qu'il ne le dit pas clairement. Il ne le dit pas clairement et je pense qu'il ne l'aurait jamais dit parce que ce sont des personnalités qui ne font pas face à la réalité. Il y a une forme de lâcheté en fait. Ce qui veut dire que si je suis la famille, j'ai toujours le droit d'avoir un doute et c'est ça le pire en fait. La famille a besoin d'aveux et a besoin d'aveux clairs, a besoin d'entendre le prénom de l'enfant, de leur enfant qui a été tué dans la bouche du criminel. Exactement. Donc c'est un aveu en demi-teinte et il est fait aussi pour ça. Cet aveu en demi-teinte, c'est pour maintenir une forme d'incertitude, d'incohérence et d'emprise en fait sur les personnes que l'on souhaite faire souffrir. Ouais, c'est ça qui est très surprenant dans cette affaire, c'est que finalement vous nous expliquez que ça fait partie presque du modus operandi de ce type de personnalité, que de vouloir maintenir toujours un peu d'emprise sur l'affaire. Complètement. Et c'est consécutif et c'est constitutif de cette personnalité. Dans ce genre de situation et avec ce genre de personnalité, on a à minima un retournement des responsabilités. Ce sont des criminels qui se font passer pour des victimes avec plein de stratégies, plein d'arguments qui leur sont propres. Et puis, dans les cas les plus critiques, qui vont jusqu'au suicide, non pas parce qu'ils sont dans une souffrance intolérable, mais aussi parce que comme ça, ils enferment avec eux un secret dont ils ne veulent absolument pas répondre. Alors, dans le cas de Samuel Gonin, on voit vraiment une personnalité qui progressivement s'enfonce, d'une dérive progressive avec la consommation de stupéfiants. On voit que c'est quelqu'un qui finalement se dégrade. Auparavant, on n'a pas trace dans son cas de réelles affaires sérieuses à lui reprocher. Et puis, la séparation avec sa femme, la séparation d'avec ses enfants, le fait d'avoir perdu son travail, l'entraîne progressivement. Ça arrive souvent de voir des personnes qui se révèlent dans le mal comme ça, à mesure qu'elles se dégradent professionnellement, affectivement. Alors, je comprends ce que vous voulez dire. En réalité, le trouble de la personnalité, que ça soit le trouble de la personnalité borderline ou un autre, c'est quelque chose qui se construit depuis l'enfance. Donc, c'est pas quelque chose qui se déclenche off-on. C'est quelque chose en lui depuis bien longtemps, qui s'est construit à la faveur de son éducation, de son environnement familial. Peut-être que dans sa famille, il y a des troubles psychiques également. Donc, ce trouble de la personnalité borderline, il était là, il s'est construit au fil du temps. Et puis après, à mesure des épreuves de la vie, une séparation, de la consommation de substances neurotoxiques, une dépression qui vient majorer les symptômes, et le trouble s'accentue et puis il se majore. Et puis, on peut avoir de la dissociation, des hallucinations, des épisodes paranoïaques. Et tout ça vient se mélanger à une personnalité qui est déjà extrêmement fragile. Et ensuite, c'est le passage à l'acte comme une fin de non-recevoir, comme une façon de ne pas trouver d'issue et de ne pas traiter aussi son trouble. Sauf que ce trouble de la personnalité, borderline, il y en a beaucoup des gens qui sont borderline, ça ne transforme pas la personne, le patient, en criminel. Pas du tout. Or là, c'est la question qu'on est en train de se poser, c'est rarissime, tel profil. Et oui, il y a tout un tas de personnes qui ont affaire à manager avec un trouble de la personnalité. Le trouble de la personnalité borderline, vous avez raison de le rappeler, est très très bien traité. Si on observe un bon suivi psychologique et qu'on prend bien son traitement
traitement. Donc évidemment, il n'y a pas de personnalité criminelle type. Il n'est pas criminel parce qu'il est borderline, pas du tout. C'est pas du tout le message qu'il faut envoyer. C'est tout un tas de facteurs qui viennent majorer son passage à l'acte, son défaut d'empathie et sa volonté de réguler ses émotions ou au moins son impulsivité en passant à l'acte de façon criminelle. Victor Lefebvre. Et une question qui est peut-être un peu difficile, mais on le voit dans le cas de Samuel Gonin, c'est quelqu'un qui cherche vraiment à dissimuler, à se rendre indétectable. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il a eu un parcours sériel criminel, comme certains criminels bien connus, je pense à Nordal Lelandais? Est-ce que c'est quelque chose que les enquêteurs vont explorer? C'est vrai que dans les personnalités criminelles sérielles, on a cette faculté, mais presque hallucinante, presque... je veux dire rarissime, de s'adapter à l'environnement social, à paraître bien sous tout rapport. Il y a quelque chose vraiment de très bien construit pour pouvoir s'assimiler au travail dans un environnement classique. Et d'ailleurs, on voit souvent quand on interroge les voisins, la famille, les proches, on entend toujours « il était très gentil, il m'aidait à apporter mon sac de courses, vraiment j'ai jamais eu rien à lui reprocher ». Donc c'est des personnes qui sont très clivées, à la fois extrêmement adaptatives dans la société, en famille, parfois en couple, et d'un autre côté, une personnalité très sombre, très dépressive, avec une impulsivité qu'ils ne parviennent absolument pas à moduler, à réguler. Un mot sur l'autre famille, celle dont on n'a pas parlé. Évidemment, c'est sans commune mesure avec le mystère dramatique que vit la famille de Lina, mais la famille du suspect. Elle sait comment ça s'est terminé, mais elle ne sait pas ce qui s'est passé avant. Comment on se remet d'une affaire pareille, d'une histoire pareille, d'une fin pareille? C'est vrai qu'il y a des familles qui découvrent... Et là, pas tout en plus. Pas tout, et qui découvrent avoir été confrontés ou en cohabitation avec des personnes qui sont en fait des auteurs de crimes. C'est extrêmement douloureux. En plus, c'est des personnes qui vont devoir aussi répondre à tout un tas de questions lorsque l'enquête est toujours en cours, parce qu'on a toujours du mal à comprendre comment on peut passer à côté d'une personnalité criminelle. Et en fait, c'est toujours un père, un mari, on a le droit toujours de l'aimer malgré le reste. C'est le principe du clivage de la personnalité, c'est qu'il peut être à la fois un père de famille et à la fois une personne qui a des actes... Dominique Pellicot, par exemple. Exactement, on en a beaucoup parlé avec Dominique Pellicot, vous avez raison. Victor Lefebvre, vous pouvez nous renseigner un peu sur la famille de Gonin? Est-ce que les enfants vivaient avec lui? Ils les voyaient encore de temps en temps? Alors on a très peu d'informations à ce sujet, puisque la famille de Samuel Gonin ne s'est pas exprimée dans les médias. D'ailleurs, la famille de Lina aussi est très discrète, donc sur ces sujets-là, on a assez peu d'informations. D'accord. Alors, je voudrais préciser à nos auditeurs que on peut aider la famille de Lina. Aider la famille de Lina, c'est aussi aider un peu financièrement cette famille qui a beaucoup de choses à gérer, en allant sur helloasso.com, et l'association qui a été créée en souvenir de Lina s'appelle Les Bonnes Étoiles de Lina. Dans un instant, nous allons continuer à parler de cette affaire, évidemment. Quel rôle les médias et les réseaux sociaux ont joué? Nous aurons la chance, en plus, d'être en ligne avec le seul journaliste qui ait rencontré et interviewé le principal suspect, Samuel Gonin. On en parle tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon, Max Guys. Max Guys, l'homme aux 2 millions d'abonnés, le youtubeur aux 2 millions d'abonnés qui sort une nouvelle revue. Affaire criminelle, toute nouvelle revue. Retour dans l'affaire, donc une émission en partenariat, comme je vous le disais. Nous sommes en compagnie de Jean-Marie Bordry et toujours Victor Stéphane Lefebvre. Simon. Bonjour Stéphane. Avec nous également Johanna Rosenblum, qui est psychologue clinicienne, qui nous aide à comprendre l'affaire Lina. Et nous a rejoint également Adrien Pelletier, consultant spécialiste des phénomènes médiatiques et digitaux. Nous serons en ligne dans un instant avec Paul-Henri Piotrowski, journaliste à l'Est républicain. Je vous le disais, c'est le seul journaliste à avoir interviewé, il y a quelque temps déjà, Samuel Gonin. Nous y revenons dans un instant. Donc, l'affaire dans l'affaire ce matin est consacrée à l'affaire Lina, cette adolescente de 15 ans qui a disparu un matin de septembre 2023 à Plaine. Les enquêteurs ont fini par découvrir le suspect numéro 1, un certain Samuel Gonin. Malheureusement, ce professeur de 43 ans, séparé de sa femme à la dérive, aura mis fin à ses jours avant d'être auditionné par les enquêteurs. Il met fin à ses jours en juillet 2024. Adrien, bonjour. Bonjour Stéphane. Quel retentissement a eu l'affaire Lina dans la sphère digitale, dans les médias, sur les réseaux sociaux? Alors, c'est une séquence médiatique qui s'étale sur un an. La découverte de la disparition de Lina il y a un an pile.
Et donc avec évidemment plusieurs pics d'activité en fonction des éventuels rebondissements de l'affaire. Des pics qui sont parfois, qui paraissent en tout cas exagérés, notamment lorsqu'on analyse le nombre de citations du petit ami Tao, qui est présent dans près d'un tiers des publications. C'est-à-dire que les gens se concentrent sur Tao. Il a été un moment suspecté, donc voilà, c'est un retentissement qui paraît extrêmement fort. Rassemblé sur un an, c'est 25 000 citations dans les médias traditionnels pour l'INA. C'est énorme. C'est énorme, c'est quasiment autant que certaines personnalités publiques. Dans l'ensemble de la sphère digitale, il y a eu près d'1 million de réactions. Donc les gens ont partagé des articles, ont commenté, ont partagé des posts. C'est, pour vous donner un ordre d'idée, à peu près autant que l'organisation des Jeux Olympiques par Tony Estanguet, qui a suscité à peu près le même intérêt. Incroyable, donc c'est énorme. Effectivement. C'est terrible pour la famille aussi. Ça signifie que pendant des mois ou des semaines, vous avez vu tout le temps le nom de la personne ou ce qui vous arrive. Une starisation de la personne avec un seul prénom en plus. Et voilà, Alors, qu'est-ce qui a passionné dans l'affaire Lina et qui a cristallisé les réseaux sociaux en particulier? Ce qui est étonnant, c'est que malgré tous les rebondissements dont on a parlé, la découverte du suspect, l'ADN dans la voiture, c'est finalement la disparition et l'avis de recherche en lui-même qui a suscité le plus grand nombre de réactions. Il faut dire que le contexte était particulier puisque le petit Émile avait disparu peu de temps avant. C'était quelques semaines avant, donc on était dans un contexte très anxiogène. Et en fait, cette disparition, l'avis de recherche a été partagé massivement sur les réseaux sociaux, notamment par des médias d'actu comme Serfia ou des médias comme ça qui ont une énorme communauté, exactement, et donc qui ont mobilisé énormément de gens. Et par ailleurs, les mots-clés les plus utilisés dans les conversations en ligne sont assez intéressants aussi, puisque associés à l'INA, on a les mots corps, famille et deuil. Et donc on revient à cette impossibilité de faire le deuil pour la famille qui marque vraiment les esprits. Alors, concernant le suspect, Samuel Gonin, quel impact la révélation de son nom a-t-elle eu dans les médias et sur les réseaux sociaux? Et qu'est-ce qui a été dit de lui? Dès l'annonce donc du potentiel suspect par les médias, les réseaux sociaux en fait ont bien fait leur travail d'investigation habituel, puisque ils ont été encore une fois les premiers à révéler le nom complet, ce que les médias traditionnels en général par prudence cachent. Ils l'appelaient Samuel G jusqu'à un certain temps. Les réseaux sociaux avaient rapidement fait le travail, avaient trouvé son nom, avaient partagé des photos de lui. C'est souvent le cas d'ailleurs dans ce genre d'affaires. Toujours. On voit que il y a vraiment un travail d'investigation qui est fait par l'ensemble du public. Et évidemment, sa personnalité a été aussi passée au peigne fin. Donc ces réseaux sociaux ont évidemment été exhumés. Des témoignages du voisinage, notamment concernant une affaire de séquestration précédente. Des articles même qui n'avaient aucun rapport avec l'affaire ont été exhumés. Et ce qui frappe donc dans ce que les gens disent, c'est à la fois une critique du système, encore une fois cette défaillance du système qui est pointée du doigt à chaque affaire, parce que il avait des antécédents judiciaires, il avait été arrêté peu de temps auparavant pour des vols avec violence, sans que rien n'ait été fait, en tout cas pour les internautes, et également l'aspect psychologique dont on a parlé, à savoir, c'est une personnalité borderline, on le savait, est-ce qu'il a été suffisamment suivi, est-ce que les troubles bipolaires ont été suffisamment accompagnés et soignés. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que malheureusement, le nom de Samuel Gonin a été prétexte à des débats politiques sur... en France, tout devient politique. Bien sûr, et donc différents partis se sont écharpés, à savoir si on n'en parlait pas trop dans les médias parce qu'il était franco-français. Il y a des comptes comme ça qui ont tweeté à ce sujet, et d'autres qui ont épinglé les politiques de droite, voire d'extrême droite, parce que ils se taisaient sur le sujet. Alors, il y a révélation ce matin, il y a un journaliste, Paul-Henri Piotrowski, qu'on va rejoindre, qui a rencontré Samuel Gonin. C'est-à-dire qu'il n'a pas simplement entendu parler de Samuel Gonin, mais il l'a rencontré à un moment où l'homme n'est pas encore en pleine dérive. Leur rencontre dont on va parler remonte à 2016. Cette année-là, à l'approche de Noël, un certain Samuel Gonin a perdu une liasse de billets d'un montant de 700 € au supermarché. Alors, le professeur était là pour faire des cadeaux à ses enfants, et c'était évidemment une sacrée contrariété pour lui. Mais, miracle de Noël, une dame a remarqué cet argent, l'a ramassé et l'a donné à la direction du supermarché, si bien que Samuel Gonin, qui revient, va retrouver son argent. Et cette jolie histoire de Noël, Paul-Henri Piotrowski va la raconter dans les colonnes de l'Est républicain. Il va parler avec Samuel Gonin. Je suis très heureux de l'accueillir. Paul-Henri Piotrowski, bonjour. Alors, quelle impression vous a fait cet homme à l'époque?
quelqu'un d'extrêmement souriant, gentil, bienveillant. Voilà, c'est les premières impressions qui m'ont été données par ce monsieur, qui était venu me rencontrer à l'agence à Besançon, sans ses enfants. Donc il m'avait raconté cette histoire et il semblait être un homme heureux de vivre. Et évidemment, heureux de vivre, content d'avoir retrouvé son argent, content de faire des cadeaux à ses enfants. Vous aviez vu cet homme sous un jour très positif. Absolument. Oui, il était franchement, voilà, quelqu'un comme vous et moi, mais quelqu'un de fort sympathique. D'accord. Est-ce que vous auriez pu imaginer, 5 ans plus tard, qu'il devienne ce qu'il est devenu? Pas du tout. Pas du tout. Aucun signe précurseur. Là, on était vraiment dans la belle histoire. Jamais j'aurais pensé qu'il puisse dériver à ce point, non. C'est-à-dire quand vous l'accueillez donc au bureau de l'Est républicain à Besançon, vous trouvez un professeur épanoui, proche de ses enfants, qui ne semble pas avoir de problème dans la vie. C'est ça, et c'est toujours ça qui est très troublant et que les Johanna, justement Rosenblum, je vous pose la question. C'est ça qui est très troublant, c'est que parfois on peut avoir l'impression que Monsieur et Madame tout le monde, eh bien on ne voit pas leur vérité intérieure. Mais vous savez, beaucoup de personnes ont affaire avec des maladies mentales ou des troubles de la personnalité et ils ne sont pas stigmatisés, ils ne sont pas des monstres pour autant. Un trouble de la personnalité bien suivi, bien accompagné, bien traité, on est des centaines de milliers à vivre avec en France tous les jours. C'est le chemin que va prendre ce trouble-là, c'est les symptômes qui vont se majorer à la faveur d'événements que l'on ne maîtrise pas trop, c'est des consommations qui vont venir exacerber certains symptômes. C'est tout ça en fait qui définit un peu le chemin que le trouble ou que la maladie mentale va prendre. Mais a priori, souffrir d'une pathologie psychique, ça n'a pas de visage en fait. Alors Paul-Henri Piotrowski, on a quand même envie de vous demander, qu'est-ce que vous avez fait de cette rencontre? Est-ce que vous avez reparlé de cela dans votre journal? Est-ce que vous vous êtes interrogé? Qu'est-ce que la révélation de son implication dans l'affaire Lina vous a inspiré? Alors la révélation s'est faite de manière indirecte parce que j'avais évidemment pas fait du tout le rapprochement entre l'affaire Lina et Samuel Gonin, étant donné que je ne me souvenais même plus du nom de ce monsieur que j'avais reçu en 2016. C'est un collègue qui m'a dit, mais dis donc, il semblerait que tu aies reçu ce monsieur fin 2016 dans le cadre de l'histoire de Noël. Grande surprise, je vais voir dans nos archives et effectivement j'avais signé un papier comme quoi je l'avais reçu. Et non, je n'ai pas directement fait de papier à son sujet. En revanche, j'ai un collègue qui m'a interviewé sur ce cas, comme vous le faites. Absolument. Merci beaucoup Paul-Henri Piotrowski de nous avoir partagé ce moment. Je voudrais remercier aussi Johanna Rosenblum. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Déconditionnez-vous, tout comprendre au schéma de pensée qui nous enferme. Vous avez signé ce livre aux éditions Le Courrier du Livre. Exactement, merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci Max Kais qui nous a aidé dans la préparation de cette émission. N'oubliez pas sa revue sur le site affaires-criminelles.fr. Merci Victor Lefebvre. Merci Stéphane. Merci à vous, Adrien, voilà, je me mélange dans mes prénoms ce matin. Et évidemment, merci Jean-Marie. Merci d'avoir été avec nous. Alors, vous pourrez retrouver Max Kais sur sa chaîne YouTube, bien sûr. Vous pouvez revoir notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio. La semaine prochaine, on se retrouve samedi 12h-13h pour une nouvelle affaire dans l'affaire. Tout de suite, Alain Marty nous emmène sur les routes des vins de France. Exactement, on va parler des cocktails et des vins d'exception aujourd'hui, juste après les infos. Et d'ailleurs, vous êtes sur Sud Radio, la radio du rugby. Vous aimez peut-être Antoine Dupont, mais écoutez bien ce qui va se passer dans quelques minutes parce que vous allez avoir une sacrée surprise. À tout de suite sur Sud Radio.